Bienvenue à ce cycle de conférences organisé par la Fondation de l'innovation pour la démocratie. Et ce soir, je vais m'appuyer à la fois sur le docteur Claude Bekombo-Jabea, qui nous fait le plaisir ce soir de jouer le rôle de modérateur, et mon cher collègue Richard Macon, qui nous fait cette intervention. Bonsoir à tous. Bonsoir, très chère Corinne. Merci de me passer la parole en tant que modérateur de cet échange qu'on aura aujourd'hui. Je suis très content, au nom de la Fondation pour l'innovation et la démocratie, de recevoir aujourd'hui le docteur Richard Macon. Alors, il me revient de le présenter et ensuite de lui permettre de nous faire sa présentation en ce qui concerne la thématique d'aujourd'hui, qui s'intitule de démocratie substantive et réinvention du droit. Docteur Richard Macon, je vous remets la parole pour votre présentation aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, mon cher frère et ami Claude. Vous savez que vous ne pouvez pas prendre au sérieux ce que Claude a dit. Vous ne pouvez pas, vous risquez de prendre au sérieux ce que Claude a dit parce que Claude, c'est mon ami et que effectivement, il sera excessif dans les propos qu'il portera sur ma modeste personne. Et donc, il a eu à dire quelque chose qui peuvent être vrai, mais la plupart de ce qu'il a dit n'est pas du tout fondé. Il a été un peu excessif. Mais merci infiniment, Claude, de me passer la parole et de t'être prêté à cet exercice. Merci à Colline qui assure l'assistance technique de ce programme. C'est à elle qu'on doit l'ingénierie de cette discussion et je lui rends hommage pour cela. Je dis bonsoir à tous ceux qui nous font l'amitié de participer à cette discussion citoyenne cet après-midi. Le sujet sur lequel il m'a été demandé de discuter, c'est démocratie substantive et réinvention du droit. Cette thématique rentre dans le cycle de conférences 2024 que la Fondation de l'innovation pour la démocratie a lancé et qui permet chaque mois ou chaque 2 semaines de réunir une personne, un chercheur, pour discuter d'un des axes thématiques qui préoccupent la Fondation. Il m'a donc été demandé de discuter de la question démocratie substantive et réinvention du droit. J'ai failli succomber à la tentation de modifier un peu le sujet, d'y ajouter une explication ou de le modeler pour que celui-ci puisse prendre en charge ce qui me semblait être des éléments fondamentaux devant rentrer dans la discussion. Mais cela aurait pu avoir pour conséquence de dénaturer et de fausser les attentes qui étaient celles de l'équipe d'animation de ce débat. Je me suis donc contenté de rester dans la thématique qui m'a été proposée. D'emblée, il faut dire que les rapports entre la démocratie et le droit constituent une préoccupation très ancienne dans le champ des sciences humaines et des sciences sociales, et singulièrement dans la science du droit. Dans la longue histoire des réflexions sur la question, on peut utilement évoquer les travaux de Jean Bodin, de Johannes Althusius, de John Locke ou de Jean-Jacques Rousseau. Mais de toutes ces différentes réflexions sur la question, sur le rapport démocratie et droit, c'est l'œuvre de Jürgen Habermas, Droit et démocratie, entre faits et normes, qui a particulièrement retenu notre attention. Nul mieux que Habermas, de notre point de vue, s'entend, n'a pensé avec autant de dextérité les rapports entre le droit et la démocratie. Nul mieux que lui n'a intelligé les impasses au cœur de la modernité dans lesquelles ce rapport pouvait projeter les sociétés, fondant ici et là les luttes,
les violences et parfois les guerres. Dans son analyse, l'état de droit devrait être l'incarnation de cette modernité, qui devait être l'incarnation de cette modernité, s'est trouvée écartelée entre, d'une part, les normes et d'autre part, les faits, soumis par des impératifs économiques, politiques, à une instrumentalisation fonctionnelle croissante des acteurs politiques. Dans ce contexte, Habermas démontre comment la modernité, consciente de ses errances, ne peut se passer d'une raison procédurale, ni d'une raison qui mette en œuvre sa propre critique, soulignant le caractère fondamental de l'activité communicationnelle, considérée comme la condition même pour faire société. L'auteur indexe dès cet instant la centralité des questions du droit et de la démocratie dans la construction des sociétés contemporaines. Pour lui, il s'agit de penser l'écart existant entre les théories sociologiques du droit et les théories philosophiques de la justice. De redéfinir le rapport entre morale et droit, de préciser le concept normatif de politique délibérative, de fonder un nouveau paradigme du droit par-delà ceux épuisés du libéralisme et de l'État-providence. Face aux défis que le droit et la démocratie doivent relever, entre autres, encadrement et limitation du pouvoir politique, séparation des pouvoirs et des magistratures, protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, régulation de la citoyenneté, réglementation de la participation politique des citoyens, protection et soins du vivant, encadrement de l'économie de marché, limitation du capitalisme et de l'extractivisme, humanisation des politiques migratoires, contrôle du recours à la force, entre autres, Habermas estime qu'il y a une urgence à revivifier ce que l'état de droit démocratique peut avoir de radical. Le terme de radical est très important dans la conception de Habermas car il permet de distinguer son approche de la question de l'état de droit de celle des autres auteurs. Pour lui, il faut défendre cette ressource véritablement menacée, qui est une solidarité sociale assurément garantie par les structures juridiques, mais qui constamment doit être régénérée. Sans pour autant souscrire entièrement aux thèses défendues ici par Habermas, ni partager la totalité des conclusions auxquelles il parvient à l'issue de sa réflexion, le propos d'Habermas permet d'entrevoir la complexité des interactions qui peuvent exister entre, d'une part, la démocratie et d'autre part, le droit. Cependant, pour tirer toutes les conséquences de cette entrée en discussion à la faveur de l'œuvre de Habermas, il nous semble judicieux de partager quelques aperceptions sur des concepts clés de la présente discussion. Ces concepts sont la démocratie substantive, le droit et la réinvention du droit. Communément, la démocratie désigne à la fois un système d'organisation du pouvoir et de gouvernement et un régime politique. En tant que système politique, la démocratie distribue les fonctions entre les règles de droit, les institutions et les citoyens, à la fois gouvernants et gouvernés, et organise les rapports entre ces différentes composantes dans le fonctionnement de la société politique. Mais en tant que régime, la démocratie constitue la manifestation des règles juridiques qui encadrent le pouvoir politique dans le but de fonder un état de droit, de garantir la libre expression des libertés politiques et la gestion harmonieuse de la cité politique. En d'autres termes, la démocratie désigne une sorte d'ordre juridique constitué d'une pluralité de règles, de sources diverses, parmi lesquelles la constitution de l'État, ses lois, ses règlements, les décisions de ses juridictions, les principes généraux de droit, la coutume, entre autres. La Constitution, parce qu'elle apparaît au sommet de la pyramide des règles au sein de l'État, fonde pour l'essentiel
la démocratie. Elle définit donc la nature du régime politique, la Constitution. Elle organise le pouvoir politique. Elle détermine la forme du gouvernement et elle règle les conflits à la fois les conflits politiques et les conflits de pouvoir. Les autres règles juridiques, les lois, les règlements, la coutume, pour être valides, parce que fidèles à l'idée démocratique, doivent être conformes à la Constitution, en fidélité à l'esprit et à la lettre de l'État de droit. Dans cette perspective, la démocratie est la traduction politique de l'État de droit et l'État de droit se pose comme l'expression juridique de la démocratie. Les théories politiques distinguent cependant plusieurs types de démocratie. Par-delà le débat entre démocratie représentative et démocratie délibérative, il existe aussi une autre opposition qui s'est imposée dans les débats doctrinaux. Il s'agit de l'opposition entre démocratie procédurale et démocratie substantive. En effet, que la démocratie soit affaire de procédure semble être une évidence, car quelle que soit sa forme, la démocratie ne saurait se concevoir sans vote, qu'il s'agisse de désigner des représentants ou de décider de la législation, ni par conséquent sans règles pour organiser à tous les niveaux la compétition pour les suffrages, le comptage des voix, la régularité des opérations d'élection ou de consultation, ou encore la remise en jeu des mandats politiques. Toutefois, le risque encouru par les démocraties aujourd'hui est que ce caractère procédural de la démocratie, ce caractère essentiel de la démocratie, n'oblitère sa dimension substantive fondamentale. Car au constat, dans tous les hémisphères aujourd'hui, en Europe, en Asie, en Amérique comme en Afrique, les procédures semblent de nos jours prendre le pas sur la substance même de la démocratie. Le terme substance peut revêtir au moins deux sens. Dans le premier sens, qui est intimement lié aux philosophes anglo-américains, la substance désigne simplement le résultat des procédures démocratiques, soit le contenu des décisions qui sont effectivement prises par les acteurs politiques. Dans cette perspective, la question de savoir si la démocratie doit être définie de manière procédurale ou substantielle équivaut à se demander si la seule présence d'un certain nombre de procédures telles que l'élection et ses différentes opérations matérielles, telles que la régularité du processus, telles que la règle de la majorité ou encore la remise en jeu des mandats, permet de caractériser un régime comme étant démocratique. Ou alors, si la qualification de démocratie dépend aussi, voire prioritairement, de la nature des décisions qui sont prises. Dans un second sens, davantage usité par les théoriciens européens, dans le second sens, j'espère qu'on me suit toujours. Oui, on te suit très bien, Richard. Vas-y, okay. On te suit très bien. Dans le second sens, davantage usité par les théoriciens européens, la substance fait signe aux valeurs morales issues de la culture ou de l'éthos traditionnel, ce que Habermas appelle, à la suite de Husserl, le monde vécu. Mais au-delà de cette contradiction apparente, les deux usages du terme se rejoignent naturellement. Dès lors que l'on envisage le contenu des décisions démocratiques sous l'angle de leur valeur morale ou de leur justesse. Dès lors, la question de savoir si la démocratie est une affaire de substance ou de procédure revient à se demander, d'une part, si la démocratie ne consiste que dans le respect des procédures ou si elle se caractérise aussi par la justesse ou la sagesse intrinsèque des décisions qu'elle produit. Que ce caractère juste, bon ou sage soit considéré comme évidemment,
comme évident par soi-même, ou qu'il soit expressément dérivé d'une culture donnée. D'autre part, quel rapport la démocratie entretient avec les conceptions de la justice, du bien, du mal, dans leur grande diversité? Si le principe de souveraineté populaire, aujourd'hui globalement acquis, participe à rappeler que les procédures démocratiques sont guidées par une conception de la légitimité du pouvoir, il reste que dans leur mise en œuvre, ces procédures, même si on ne se limite pas à une définition strictement instrumentale des procédures démocratiques et qu'on admet qu'elles peuvent être inspirées par les valeurs, il reste que, disais-je, ces procédures peuvent essentialiser la mécanique qui les sous-tend et hypothéquer ainsi les valeurs issues de l'éthos de la société. Par ailleurs, l'impact politique et social des procédures est non négligeable, dans la mesure où elles peuvent participer à façonner des croyances, les manières de penser et les modes de vie des citoyens, et donc les procédures peuvent participer à distordre les valeurs qui priment dans une société. Les procédures ne sont donc pas vierges de toute substance. Toutefois, si les valeurs substantielles qu'implique la démocratie peuvent s'exprimer dans ces procédures, c'est davantage dans les choix que la démocratie opère et les décisions qu'elle produit qu'elle a vocation à les mettre en œuvre. Sur la question du rapport entre démocratie et valeurs substantielles, en l'occurrence, sur la place ou la fonction de ces dernières pour les procédures elles-mêmes, il est évident que ce sont les valeurs qui doivent inspirer et constituer l'unité de mesure des procédures démocratiques. Autrement dit, les procédures doivent être posées comme le miroir des valeurs substantielles de la société politique. Dans le cadre du présent propos, nous faisons évidemment le choix de la démocratie substantive, à la fois comme objet et horizon de notre pensée. Cette démocratie substantive peut, de manière provisoire, s'entendre à la fois comme un système d'organisation du pouvoir politique qui se construit, s'articule, s'organise et se vit sur et à travers les valeurs fondamentales qui constituent l'éthos d'une société. La démocratie substantive s'entend donc à la fois comme un système d'organisation du pouvoir politique qui se construit, s'articule, s'organise et se vit sur et au travers des valeurs fondamentales qui constituent l'éthos d'une société. Et, d'autre part, comme un régime juridique fondé sur les principes cardinaux qui encodent les dites valeurs. Ces principes sont le principe d'égalité, le principe de reconnaissance et de dignité, le principe de soin, de préservation et de protection, le principe de redistribution, le principe d'élection et du choix des dirigeants, le principe de représentation, le principe de participation et de délibération, enfin, le principe de responsabilité et de redevabilité. S'agissant du concept de droit, après avoir évoqué rapidement ceux de démocratie et de démocratie substantive, le concept de droit sera entendu dans ce propos à la fois dans son sens de droit subjectif et de droit objectif. Mais pour donner plus d'amplitude au concept de droit ici, en lien avec la présente analyse, il convient de rappeler que la réflexion sur le droit comporte généralement deux aspects. Le premier aspect est l'étude technique, l'étude du droit comme technique, en rapport avec la science et la théorie du droit. Deuxièmement, l'étude du droit dans son rapport aux valeurs, encore appelée philosophie du droit au sens strict du terme. Une réflexion philosophique sur le droit ne peut faire l'économie d'une réflexion théorique préalable, car la théorie permet de déterminer les limites de ce que le droit, comme instrument, permet de réaliser dans la société. Par conséquent,
toute philosophie du droit est donc d'abord toujours une théorie du droit. Le droit sera envisagé ici dans une perspective pluraliste qui innerve la conception africaine du droit. Il faut cependant relever que le rapport entre démocratie et droit, dans la tradition libérale dominante, est fondamentalement articulé à la notion d'État et donc aussi à celle d'État de droit. En effet, c'est au sein de l'État que la démocratie distribue les fonctions entre les règles de droit, les institutions et les citoyens. Et c'est au sein de l'État que la démocratie organise les rapports entre les différentes composantes dans le fonctionnement de la société politique. Dans ce droit fil de la doctrine libérale, j'insiste, État de droit signifie non seulement subordination des pouvoirs publics de n'importe quel degré aux lois générales du pays qui constituent une limite purement formelle, mais aussi subordination des lois à la limite matérielle de la reconnaissance de certains droits fondamentaux reconnus par la Constitution et qui sont par principe inviolables. L'état de droit est considéré non seulement comme un instrument du gouvernement, mais aussi comme un principe auquel toute la société politique, y compris le gouvernement, est liée. Il est convenu dans la doctrine dominante que l'état de droit est fondamental pour faire progresser la démocratie. Toutefois, le renforcement de l'état de droit ne concerne pas seulement l'application des normes et des procédures, dans la mesure où son rôle est également crucial dans la protection des droits fondamentaux et la promotion de l'inclusion, inscrivant ainsi la protection des droits dans un contexte plus large de développement humain et de préservation du vivant. Dans l'optique libérale, l'état de droit ne se matérialise qu'avec les garde-fous contre l'exercice arbitraire du pouvoir. Cet exercice arbitraire du pouvoir, ces garde-fous qui ont pour but de défendre ici la liberté des individus contre les abus du pouvoir. Un clin d'œil est fait au travail de Montesquieu, évidemment dans l'esprit de loi, dans cette perspective. En ce sens, l'État se pose ici comme un mal nécessaire et permet d'envisager les liens entre État de droit et démocratie. L'État de droit apparaît comme la manifestation juridique de cette démocratie-là, pendant que cette démocratie va progressivement s'ériger comme la traduction politique de l'état de droit. Ce postulat qui ouvre l'essai d'objectivation de la présente réflexion nous conforte dans l'idée que le sujet démocratie et droit en Afrique est effectivement susceptible de constituer une étude objective. Dans cette optique, il s'agira ici de penser les rapports entre la démocratie et l'État et les rapports entre l'État et le droit. Ce faisant, le lien entre démocratie et droit, d'autre part, ce faisant, il sera aisément constaté que, d'une part, l'État est le lieu privilégié, le lien entre la démocratie et le droit, d'autre part, que l'efficacité des politiques publiques de l'État et la qualité de la démocratie sont fortement déterminés par le droit. Par voie de conséquence, l'action d'un gouvernement pour répondre aux intérêts et aux besoins de la majorité de ses citoyens est étroitement liée à la capacité des institutions publiques et des processus démocratiques à renforcer les droits, l'égalité, la représentativité, la redevabilité ou la responsabilité des élus. Plus que dans les autres contextes, en Afrique, le rapport entre démocratie et droit révèle une véritable tension. Cette tension est premièrement due à un processus de greffe de l'État de type occidental sur des structures sociales, institutionnelles et normatives souvent millénaires, qui a eu pour conséquence que les pays africains ont hérité au moment des indépendances d'une conception du droit qui est profondément imprégnée de la philosophie
des concepts, des méthodes et des techniques du droit européen, en l'occurrence son droit constitutionnel. Mais cette tension s'exprime deuxièmement dans l'inadaptation à la réalité sociale africaine de l'ordre juridique ainsi créé, ou du moins son incapacité à prendre en compte et en charge les diverses manifestations du phénomène juridique et les diverses attentes légitimes des citoyens vis-à-vis du droit. Dans les différentes tribus, les communautés, les ethnies de nos pays, le champ de la juridicité s'étend bien au-delà du périmètre du droit positif, lequel est venu se greffer sur des institutions très anciennes et des relations séculaires, que ces relations soient familiales, religieuses, commerciales ou politiques, et d'autres modes de prise en charge des appels au droit et de règlement des différends entre les sujets de droit. L'enjeu est aujourd'hui de construire en Afrique des ordres juridiques véritablement intégrés et cohérents qui fassent place à la diversité des sources du droit qui interagissent dans les sociétés africaines et l'essence multiple et complexe du droit. La discussion que nous initions à l'aune de la démocratie substantive repose dès lors sur le passage d'une conception formelle à une conception substantielle du droit. Édouard Djibout parle du lien entre démocratie et forme du droit, qui favorise aussi un double phénomène de transformation tant de la démocratie que du droit lui-même. Là réside en effet tout l'intérêt théorique de la question que nous abordons. En effet, s'il semble difficile, mais pas impossible, de penser la démocratie à travers une essence, ce qui constitue notre défi, c'est parce qu'en réalité, ce n'est pas sa forme, ses procédures et les modalités de son expression que la démocratie prend davantage corps et pas forcément sens. C'est ce qui explique toute l'importance progressivement prise par le droit et le discours juridique dans la pratique et la pensée de la démocratie. Concrètement, il est indéniable que toute expression démocratique emprunte des procédures ou des formes qui canalisent donc la pluralité du peuple, pléthos, pour en faire la décision de l'unité du peuple en démos. Il convient de noter que cette mise en forme s'effectue au moyen des règles de droit dont le respect demeure indispensable à toute expression politique, même la plus directe soit-elle. Mais, en retour, c'est aussi une évidence de rappeler que le droit et ses règles sont eux-mêmes le fruit du politique et peuvent donc également être le résultat de la démocratie. Évidemment, que ce sujet pose un certain nombre de problèmes dont le plus prégnant apparaît être celui du rapport contemporain entre la démocratie et le droit. Ce problème, tout particulièrement, tire sa source justement de l'existence éventuelle d'une pluralité de rapports entre la démocratie et le droit. En parlant de rapports entre la démocratie et le droit, nous pouvons en relever au moins trois. Premièrement, des rapports d'inclusion. Dans la perspective des rapports d'inclusion, la démocratie inclut le droit, l'intègre, le prend en charge. Deuxièmement, des rapports d'expulsion. Dans cette logique, une certaine forme du droit peut limiter ou restreindre la démocratie. Lorsque, par exemple, des dictatures s'emparent du droit pour limiter l'expression des libertés fondamentales dans la société. À ce moment-là, il y a des rapports d'expulsion parce que les règles de droit participent ici à l'expulsion ou à hypothéquer la démocratie. Enfin, il y a des rapports d'interaction. Dans cet ordre d'idées, la démocratie et le droit interagissent. Ils s'influencent réciproquement. Souvent s'interpénètrent, parfois s'interfécondent, dans la logique évidemment un peu proche de les questions d'internormativité. Mais ici, c'est deux entités qui peuvent constituer des systèmes. Dans cette dernière perspective des rapports d'interaction, à laquelle nous sommes davantage sensibles,
on peut évidemment se demander comment le droit féconde la démocratie aujourd'hui. Toutefois, dans le cadre du présent propos, nous avons opté de questionner comment la démocratie peut créer un espace d'adaptation, de remise en sens, de renouvellement ou de réinvention du droit. Comment la démocratie peut créer un espace d'adaptation, de remise en sens, de renouvellement et ou de réinvention du droit. Sur ces considérations, l'idée de réinvention prend ici toute sa valeur. Mais qu'est-ce que la réinvention et en quoi consisterait-elle en rapport avec le droit? Il faut dire que réinventer, dans le dictionnaire le plus usuel, c'est inventer de nouveau ce qui avait été oublié ou perdu, ou alors donner une valeur nouvelle à quelque chose qui existait déjà. Faisant le lien avec l'objet de notre discussion, ce qui avait été oublié ici, dans la perspective du droit en Afrique, c'est l'archive juridique endogène de l'Afrique. Ce sont les coutumes, ce sont les us et les pratiques juridiques propres aux sociétés africaines. Le sujet de la discussion, démocratie substantive et réinvention du droit, peut donc sembler comporter une redondance dans la mesure où la démocratie substantive, c'est-à-dire cette démocratie qui a pour essence et pour substance les valeurs africaines et l'éthos de nos communautés, n'est réalisable qu'avec un ordre juridique qui est lui-même substantif et axiologiquement marqué. En d'autres termes, l'existence d'une démocratie substantive suppose un ordre juridique réinventé. La question fondamentale est donc de savoir comment la démocratie peut permettre la réinvention du droit. Elle doit nécessairement, en termes de réponse provisoire, être une démocratie substantive. Notre hypothèse de travail et de discussion est donc que seule la démocratie substantive peut favoriser une réinvention du droit en Afrique. Et pour réinventer ce droit, la démocratie doit constituer d'une part le lieu du droit, d'autre part la source du droit. Vous avez compris que ce sont les deux principales articulations de notre propos. On va aller vite puisque nous allons vers la fin du temps qui nous était imparti. Première idée donc, la démocratie substantive comme lieu du droit. Cette première idée, elle-même, elle a deux sous-idées. La première est que la démocratie substantive doit éprouver le droit. La deuxième sous-idée est que la démocratie substantive doit approuver le droit. La démocratie substantive éprouve le droit parce que l'espace démocratique est un lieu de lutte pour le contrôle du droit. La fabrication du droit est donc un enjeu éminemment politique et fondamental dans la construction de la société politique. On voit des luttes au sein des hémicycles lors de la discussion, par exemple, des projets de loi ou des propositions de loi. On voit et on note d'importantes réformes normatives lorsqu'il y a un changement de pouvoir ou de majorité politique. L'exemple sénégalais, très proche de nous, montre comment le nouveau pouvoir, pour imposer ou articuler sa vision politique, est obligé de passer par une importante réforme de l'ordre juridique existant en abrogeant des décrets ou des lois qui avaient été prises sous l'ancien régime et en adoptant de nouvelles règles de droit. L'espace, la démocratie substantive, éprouve donc le droit en permettant, par ce jeu de rapports de force, à choisir toujours le droit qui doit s'appliquer à un moment donné dans la société. Deuxièmement, la démocratie substantive approuve le droit. Après avoir éprouvé le droit, elle approuve le droit. Parce que la démocratie est par principe le lieu d'approbation du droit. L'espace démocratique, par les différents procédés de délibération, devient le lieu de validation des règles juridiques. Mais dans une démocratie substantive, l'adoption et l'application d'une règle de droit est conditionnée
à sa conformité à l'éthos de la société politique et donc aux valeurs dominantes qui constituent le garde-fou qui garantit la perpétuation du pacte de civilisation qui est à la base de la communauté politique. Par cette disposition, la démocratie substantive garantit le contrôle de la société sur les processus d'adoption et d'application des règles de droit par l'État. La démocratie, par conséquent, permet ainsi la soumission du droit aux politiques. La démocratie privilégie ici l'autonomie à l'hétéronomie. Et en réalité, dans cette démocratie comme autonomie, l'égalité n'est qu'une modalité de la liberté parce que tous ont droit égal d'être soumis à leurs propres normes. Dans la deuxième articulation de notre propos, la démocratie substantive comme source du droit, cette articulation repose aussi sur deux idées fondamentales. La démocratie comme source du droit repose premièrement sur l'idée que la démocratie substantive institue un ordre juridique démocratique. Deuxième idée, la démocratie substantive crée un état de droit démocratique. Dans la première idée, la démocratie substantive institue un ordre juridique démocratique. Cet ordre juridique est démocratique parce que construit sur les valeurs de la société politique et parce que inclusif cet ordre juridique de la diversité des expressions du phénomène juridique existant dans la société. Du point de vue axiologique, la démocratie substantive construit l'ordre juridique autour des valeurs fondamentales de la société. Ces valeurs de paix, ces valeurs d'humanisme, ces valeurs du sacré, ces valeurs de protection du vivant, ces valeurs de solidarité, ces valeurs de complémentarité, cette valeur de respect du cosmos, ces valeurs fondamentales permettent de construire l'axe axiologique de la démocratie substantive. Du point de vue théorique, la démocratie substantive, expression de la diversité, fabrique aussi un droit du pluralisme, un droit démocratique qui fait l'éloge de l'internormativité. Dans cet horizon, à côté du droit positif, existent et sont mobilisées les autres règles de diverses sources qui existent sur l'écorce territoriale de l'État en question. La coutume, les principes généraux de droit, la lex mercatoria, la lex sportiva et toutes les autres règles juridiques qui existent dans l'espace étatique. Il y a donc ici une façon de magnifier le pluralisme en le mettant effectivement en œuvre et en tirant toutes les conséquences de l'existence du pluralisme. La deuxième sous-idée est que la démocratie substantive crée un état de droit démocratique. La démocratie invente un certain type d'état, davantage un état de droit. L'état de droit serait irréalisable en réalité sans la démocratie. Mais il faut noter une grande différence à ce niveau. C'est que dans la perspective classique, l'état de droit n'implique pas nécessairement la démocratie. Nous entendons souvent les gens confondre état de droit et démocratie. L'état de droit n'implique pas nécessairement la démocratie. C'est la raison pour laquelle une certaine doctrine a imaginé le concept d'état de droit démocratique. Et nous avons pris l'option de travailler à la construction d'un état de droit substantif. Mais pour rester dans l'idée d'un état de droit démocratique, dans cet horizon, l'état de droit est défini comme un format normatif institutionnel. Dans la perspective classique de l'état de droit, l'état de droit est défini dans un format normatif institutionnel. Et comme instrument de réalisation de cette valeur fondamentale qu'est la liberté individuelle. Le concept état de droit, dans cette perspective classique, comporte 11 caractères principaux, dont 8 sont des caractères normatifs et les autres sont des caractères institutionnels. Parmi les caractères normatifs,
Dans un état de droit, il faut premièrement des règles, deuxièmement qu'elles soient non contradictoires, troisièmement qu'elles soient possibles, quatrièmement qu'elles soient compréhensibles, cinquièmement qu'elles soient publiques, sixièmement qu'elles soient non rétroactives, septièmement qu'il y ait une hiérarchie des normes. Et il existe 3 caractères institutionnels. Premièrement, il faut que soit organisée la sanction matérielle des règles juridiques par un pouvoir distinct et indépendant du pouvoir normatif. Vouloir l'état de droit, c'est donc vouloir la réalisation de ces 11 caractères fondamentaux, bien que cette réalisation, il faut l'admettre, soit susceptible de degrés. On peut donc déjà relever de manière générale l'ineffectivité de ces 11 caractères dans la quasi-totalité des États qui se disent démocratiques et qui se revendiquent être des États de droit. C'est la raison pour laquelle une certaine doctrine estime que la réalisation de cet idéal relève d'une aspiration qui ne sera jamais pleinement satisfaite. Mais en sus, cette conception de l'état de droit est fondamentalement normative et institutionnelle. A contrario, dans l'horizon de la démocratie substantive, l'état de droit dépasse, tout en les intégrant, les dimensions normatives et institutionnelles de l'état de droit classique. Il doit davantage être envisagé comme un instrument de l'autonomie collective, de la préservation de l'éthos, des valeurs de la communauté et de la durabilité du vivant. La démocratie permet effectivement de soumettre ainsi le pouvoir politique au respect des formes et du fond du droit, et le respect de ce droit implique nécessairement l'exercice d'un certain pouvoir des juges. La démocratie substantive permet de créer ce type d'État qui soit respectueux du vivant et qui accorde une place à tout le créé, qui assure dans l'intérêt légitime du vivant et du créé l'ensemble des fonctions de l'État. Rien ne garantit par conséquent que le recours au droit comme mise en forme de la politique suffise à établir la nature démocratique d'un régime. Il faut pour cela avoir recours à un certain droit, un droit qui soit pas seulement à l'entière disposition du politique, mais confié aux mains d'un savoir-pouvoir spécifique, les magistrats, qui sont de divers ordres dans la société traditionnelle africaine. C'est à la fois les chefs traditionnels, c'est à la fois les juges, c'est à la fois les arbitres des différents conflits qui sont mobilisés pour assurer la cohésion de la société, mais c'est aussi les citoyens qui, dans la société politique, sont des acteurs qui ont le pouvoir de choisir les dirigeants et de les sanctionner. C'est donc dans cet horizon que l'on peut envisager une véritable réinvention du droit en Afrique. C'est dans cet horizon que la démocratie substantive peut se risquer, peut se proposer, peut travailler à proposer une nouvelle perspective, une nouvelle compréhension du droit et participer à l'avènement de nouvel ordre juridique. La démocratie substantive doit constituer le véritable lieu du droit et la démocratie substantive doit constituer la source intrinsèque et fondamentale du droit. Ce sont les quelques aperceptions que je comptais partager avec vous. Je vous remercie pour votre gentille attention. Merci beaucoup, Richard, pour ta présentation qui a tenu en 45 minutes et quelques poussières de secondes. Je crois que avec cette présentation, nous rentrons effectivement dans le vif du sujet. Il a été question pour le docteur Richard Bacon d'essayer de trucider ou alors d'élaborer autour de la question de la démocratie substantive et de la réinvention de l'état de droit, du droit en Afrique. Il a commencé, je pense qu'il a insisté sur le positionnement habermasien de sa conception de la démocratie et du droit, en ce que Habermas discute autour de la question de la modernité qui est centrale
la modernité qui est centrale dans sa perception du droit et de la démocratie. Penser plutôt le fait que le droit et la démocratie sont des adjuvants de l'encadrement théorique, l'encadrement sociologique de la société, que le droit et la démocratie sont autour de la question, des questions sociétales fondamentales, que ce droit et la démocratie-là fondent un nouveau paradigme pour le dépassement du libéralisme, pour le dépassement des théories comme l'État-providence, et que l'analyse de cette question de droit et de démocratie sont au cœur de la pensée, non seulement Jean Bourdin a été cité, il y a Rousseau, il y a d'autres auteurs, Thomas Hobbes, qui sont passés au crible de l'analyse théorique de ces questions de démocratie et du droit. Et au final, on conclut dans cette perspective de positionnement théorique du docteur Richard Macron en invoquant la radicalité qui est chez Habermas, le fait qu'effectivement, cette radicalité-là tourne autour du fait que la démocratie est un adjuvant, l'espace démocratique est un adjuvant de la structuration, de la création, de la parturition et du développement du droit, finalement. Alors, on a pu retenir dans le développement des concepts de démocratie, que cette présentation tournait autour des concepts de démocratie substantive et de réinvention du droit. Si le docteur Richard Macron a échappé à l'opposition en termes de perception du concept de démocratie entre le versant représentatif et délibératif, il a quand même essayé de s'appesantir sur l'opposition entre le versant procédural et substantif. Le versant procédural étant essentiellement tourné autour des procédures, autour du contenu, autour de l'importance du contenu, alors que le versant substantif se focalise plutôt sur les valeurs. Et il nous a indiqué qu'il il fondait sa réflexion sur le versant substantif basé sur les valeurs sans négliger l'importance du contenu et de la finalité procédurale de la notion de démocratie. En ce qui concerne la notion de démocratie substantive, il a oscillé dans une perspective, dans une double perspective, le système d'organisation du pouvoir politique qui se construit autour des valeurs et qui permet de structurer l'éthos d'une société, et le deuxième versant qui est un régime juridique. Donc la démocratie substantive permet de mettre en œuvre un système d'organisation et autour de l'éthos sociétal et permet la parturition d'un régime juridique qui libère les principes de la démocratie, les différents principes de la démocratie. Et pour finir, il a donné sa perspective du concept de réinvention du droit en oscillant entre les conceptions de droit subjectif et droit objectif, de dissociation entre le droit comme une fonction technique et la philosophie du droit. Il s'est appesanti effectivement sur la notion ontologique d'état de droit qui permet effectivement d'orienter le besoin ou alors l'urgence de réinventer le droit dans un espace démocratique qui se transforme, qui s'adapte, qui se métamorphose. Il faut donc que ce droit se réinvente. Cette philosophie du droit mute, change, fait sa mue pour que l'état de droit reste le gardien. Alors au final, dans ces réflexions introductives, alors ce magma introductif, il y a des questionnements qui sortent. Est-ce que l'état de droit est un lieu de privilège? Est-ce que l'état de droit est un lieu de fécondation de la démocratie? Est-ce que l'état de droit est un lieu de libération du droit, de la pratique juridique en tant que tel?
Est-ce que cette structuration de la démocratie aujourd'hui permet le passage d'une conception formelle à une conception substantielle du droit? Est-ce que la démocratie aujourd'hui prise comme des questions procédurales ne perd pas tout son sens, uniquement dans le sens des questions procédurales ne perd pas tout son sens? Alors, il y a un rapport contemporain entre la démocratie et le droit que le docteur Hicham Makon a voulu nous expliquer aujourd'hui. Il y a donc une existence, une pluralité de rapports, des rapports entre la démocratie et le droit. Selon lui, il en distingue trois, des rapports d'inclusion, d'expulsion et d'interaction. En ce qui concerne les rapports d'inclusion, il remarque bien entendu que la fécondation la démocratie peut permettre au droit, la libération du droit, la démocratie peut permettre l'expression judicieuse du droit, l'expression pure du droit au sens kelsénien. Il constate aussi que cette interaction entre la démocratie et le droit peut résulter dans des rapports d'expulsion et que nous voyons dans certaines formes de dictature où le droit est instrumentalisé, ou dans un espace démocratique, le droit est instrumentalisé et on frise de la dictature. Il a donné quelques exemples. Et finalement, troisième tentative, troisième possibilité de cette interaction, c'est l'interaction où alors le droit et la démocratie se fécondent mutuellement, où le droit et la démocratie s'interpénètrent et permettent donc que l'un soit au soutien de l'autre et que permettent à l'autre d'exister. Alors, finalement, dans cette préoccupation, la préoccupation majeure, l'enjeu majeur, c'est comment construire en Afrique des ordres juridiques cohérents qui permettent de prendre en charge la démocratie. C'est la trame de fond. Comment est-ce que cette démocratie substantive pour laquelle l'hypothèse de base, c'est-à-dire du travail du docteur Hicham Makon, c'est que seule la démocratie substantive peut permettre de construire effectivement un système juridique autonome, un système juridique, nous allons prendre ce mot pour nous, purement africain, même si ce n'est pas effectivement, ou alors tenant compte des spécificités de l'environnement africain. Le docteur Hicham Makon postule donc pour le fait que seule la démocratie substantive est capable de permettre une véritable réinvention du droit à partir du moment où on peut faire en sorte que ce système de droit soit un système de droit substantif. Il voit donc que cette démocratie substantive-là est le lieu d'exercice du droit et que cette démocratie substantive-là peut être la source du droit dans notre espace, non seulement espace international, mais avec une sensibilité pour l'Afrique. Cette démocratie substantive-là, comme lieu du droit, fait en sorte que la démocratie substantive permet que le droit, qu'on éprouve le droit et permet qu'on approuve le droit dans une première perspective. On éprouve le droit parce que l'espace démocratique est un lieu de lutte, est un lieu de rapport de force où effectivement la démocratie substantive, prise comme la véritable démocratie, reviendra nécessairement sur ce concept, parce qu'effectivement, il en a donné des contours, mais de manière très ramassée. Alors, dans ce lieu du droit, cette démocratie substantive qui est considérée comme le lieu du droit, cette démocratie substantive donc éprouve le droit, parce que l'espace démocratique est un espace de lutte, est un espace de conflit, est un espace de combat où la fabrication du droit se passe en tenant compte des rapports de force. La démocratie substantive donc, peut être donc gardien de cet espace pour permettre que le droit se vive. La démocratie substantive approuve le droit parce qu'effectivement, en mettant en place procédés de validation, en indiquant des valeurs et en faisant en sorte qu'il y ait un ensemble de process de garantie, la démocratie substantive privilégie donc l'autonomie à l'hétéronomie, a effectivement excipé le docteur Hicham Makon. Et ensuite, il a permis de comprendre que la démocratie substantive
peut être dans la source du droit, peut être la source du droit parce que cette démocratie substantive-là va instituer un ordre juridique démocratique et ensuite cette démocratie substantive-là va créer un état de droit démocratique. On voit donc qu'il y a ordre juridique démocratique et état de droit démocratique. En ce qui concerne l'ordre juridique démocratique, il estime que cette démocratie substantive va permettre à l'ordre juridique de se baser sur des valeurs inclusives, sur des valeurs sociales, sur le pluralisme qui est très important pour les sociétés africaines, le pluralisme juridique particulièrement. Et cette démocratie substantive va permettre un ordre juridique nouveau de venir parce qu'il y a aussi le pluralisme juridique, le droit spontané, parce que sa démocratie substantive va permettre l'éclosion du droit spontané, ces règles juridiques qui ne sont pas nécessairement issues de l'État, qui sont issues des communautés différentes que les communautés étatiques dans le sens kelsénien du terme, pur kelsénien du terme, et que cette démocratie substantive va nous permettre de libérer ces différences, ces règles coutumières, les règles du droit spontané et permettre donc au pluralisme juridique de d'éclore. Ensuite, cette démocratie substantive va créer un état de droit démocratique. Il faut bien insister sur le fait qu'on parle d'état de droit démocratique ici. Et il y a donc que l'état de droit dans cette dans ce mouvement, l'état de droit sera encadré par ces différents caractères et que c'est la démocratie substantive qui va permettre qu'on parle d'état de droit substantif. Alors, c'est une trouvaille formidable, ce travail, c'est-à-dire qu'on entend parler d'état de droit substantif. Alors, ce n'est plus l'état de droit commun qu'on connaît, mais il y aurait donc, pour le docteur Richard Macron, un état de droit substantif qui est un état de droit plus démocratique que l'état de droit démocratique basé sur les 11 critères et tenant en compte la réalisation de ces 11 critères. Alors, voilà en gros la discussion à laquelle le docteur Richard Macron nous a convenu ce soir. Il a développé ses positions. Il nous a parlé d'état de droit substantif. Il nous a dit qu'il croit, lui, son postulat et son hypothèse, c'est que seule la démocratie substantive va permettre une véritable réinvention du droit en Afrique, va permettre que le droit en Afrique libère le pluralisme, permettre au pluralisme juridique de vivre, permettre au droit spontané d'exister, permettre à la coutume et à toutes les règles spécifiques, et que dans la perspective démocratique, en voyant effectivement les différents coups d'État qui se passent en Afrique, en voyant effectivement l'exemple du Sénégal, il estime que la démocratie substantive est le seul instrument qui permet de pouvoir arriver à ce qu'il a appelé un état de droit substantif. Voilà, voilà ainsi ramassé le modeste rapport que je peux faire, la modeste synthèse que je peux faire de la dense présentation du docteur Richard Macron. Nous allons à présent, directement, sans plus tarder, au vu du temps qui nous reste, passer à la troisième phase, qui est l'échange avec l'auditoire qui est assez nombreux, qui a suivi cette présentation du docteur Richard Macron. Alors, pour les modalités pratiques, vous allez lever le doigt et je vais vous donner la parole ou alors vous allez vous manifester sur le chat si vous n'arrivez pas à lever la parole. Et comme ça, si vous n'arrivez pas à lever le doigt, vous manifestez sur le chat. Comme ça, je peux répercuter vos questions. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir la phase questions-réponses pour un moment avec la complicité de Madame Colline pour permettre aux uns et aux autres qui veulent prendre la parole de la prendre? Moi, j'observe que la première question est posée par Guillaume Louchard. Et donc, si vous êtes encore présent, je peux allumer votre micro pour que vous posiez directement votre question.
Donc, je vous autorise à parler. Il faut juste activer le microphone de votre côté. Alors, Monsieur Guillaume Moussa, vous avez la parole. Voilà, il faut juste activer votre microphone. Eh bien, peut-être qu'il est absent et qu'on peut lire sa question dans le chat. Ah, c'est bon. Alors, Monsieur Loucha, il faut activer votre microphone, c'est dans la barre du haut, à côté de caméra. Et si vous l'activez, normalement, on peut vous entendre. Alors, on va lire votre question à l'écrit peut-être. La question de Monsieur Louchard, c'est quel est le lien entre le taux d'alphabétisation et la démocratie? Alors, il y a une autre main qui est levée. Colline, est-ce que c'est toujours Monsieur Moussa ou c'est quelqu'un d'autre? Je vois une main qui est levée. Oui, c'est toujours Monsieur Louchard. Ensuite, il y a d'autres questions dans le chat, mais on peut peut-être commencer par celle-ci. OK. Et ensuite, je vois que Rulio en a écrit une et une autre encore de Guillaume Louchard. D'accord, Colline, c'est OK pour les questions qui sont dans le chat. Tu peux les lire comme ça, le docteur Macron peut les prendre. Ah oui, je l'ai fait tout à la suite. Alors, on avait quel est le Et lien entre le taux d'alphabétisation et la démocratie? Nous avions ici, de la part de Rulio, bonjour à tous, une question pour le conférencier. Au-delà de la construction théorique de la dichotomie approche procédurale, l'approche substantielle de la démocratie, la procédure n'est-elle pas partie intégrante de la substance et vice-versa dans la pratique? Bref, l'approche substantielle met un accent sur la qualité de la démocratie, qualité inhérente à son rendement fonctionnel satisfaisant ou à son efficacité. Quelle qualité ou cette efficacité n'est-elle ex nihilo? N'est-elle pas le résultat de bonnes procédures? Et on avait une troisième question de Guillaume Louchat et Julio, si vous voulez que j'allume votre micro pour reposer votre question, je peux le faire. Et la troisième question, c'était « Dans les pays où la corruption est endémique et où les institutions démocratiques sont faibles, pensez-vous que les citoyens ont réellement la possibilité d'exercer une influence significative sur les décisions politiques et sur la manière dont les ressources publiques sont gérées? Pourquoi et pourquoi pas ?» Et voilà pour les questions pour l'instant. D'accord. Alors, docteur Richard Macron, on va... S'il te plaît, peux-tu reprendre la dernière question? La deuxième ou la dernière? La dernière question. La dernière. La dernière question. Dans les pays où la corruption est endémique et où les institutions démocratiques sont faibles, pensez-vous que les citoyens ont réellement la possibilité d'exercer une influence significative sur les décisions politiques et sur la manière dont les ressources publiques sont gérées? Pourquoi ou pourquoi pas? Merci, Colline. Je crois que je vais remettre la parole au docteur Richard Macron pour répondre à la première série de questions. Merci beaucoup à tous pour ces questions qui ont été posées. Je dois avouer que je n'ai pas forcément la réponse, mais je vais participer au débat puisque c'est le but du jeu. Guillaume demande quel est le lien entre le taux d'alphabétisation et la démocratie.
Pris dans ce sens-là, on peut dire que dans la conception moderne de la démocratie n'étant pas là un système censitaire, mais un système ouvert à tout le monde, avec la complexification des questions que soulève la démocratie. Aujourd'hui, la démocratie, ce n'est plus simplement des questions électorales, ce n'est plus simplement des questions de choix des dirigeants, ce n'est plus simplement des questions de contrôle citoyen de l'action publique, mais c'est aussi la compréhension de toutes les questions comme celle de l'environnement, comme celle de l'économie. Et donc, toutes ces différentes questions qui sont corrélées à la démocratie aujourd'hui sont de plus en plus complexes, nécessitant donc, de la part des citoyens, un minimum de compréhension. Dans cette perspective-là, on peut estimer que le taux d'alphabétisation bas a des conséquences négatives sur l'état de la démocratie, en tout cas, peut jeter une hypothèque sur la capacité des citoyens à participer au jeu démocratique. Mais si on se limite à une conception, non plus là de l'alphabétisation, mais davantage de l'instruction, ou simplement de l'éveil citoyen, même ceux qui ne sont pas allés dans un processus éducatif formel, dans le sens que nous le comprenons, nous l'entendons aujourd'hui, ont la capacité à comprendre l'essentiel des questions qui se posent à la société politique. Et donc, ceux qui, certains de nos parents ou de nos grands-parents, certains n'étaient même pas scolarisés, mais comprenaient bien les questions essentielles de la société politique lorsqu'un dirigeant est corrompu, lorsqu'un dirigeant ne respecte pas les règles qui ont été édictées et qui encadrent le jeu politique. On n'a pas besoin d'être fondamentalement instruit pour comprendre que ce dirigeant viole les règles fondamentales de la société politique et qui ne défend pas l'intérêt général de l'ensemble des citoyens. Et donc, c'est une question qui peut s'analyser de plusieurs points de vue, mais de façon générale, il y a une complexification des questions démocratiques et politiques aujourd'hui qui font que nécessairement, on a besoin d'un niveau minimal pour comprendre les questions qui sont discutées. Aujourd'hui, tout ne se joue pas au niveau du choix des candidats, encore que, même au niveau du choix des candidats, il faut être en capacité de comprendre ce qui est contenu dans les offres politiques qui sont proposées. Et donc, dans cette perspective, il y a quand même un lien évident entre le niveau d'alphabétisation et la démocratie. Une société qui est davantage instruite aura en tout cas, pourra se mobiliser pour faire advenir une véritable démocratie. Elle sera consciente des errances de l'ordre gouvernant, elle sera consciente de ses droits et pourra les faire valoir. Mais il a souvent aussi été prouvé que parfois les personnes très instruites ont de la peine à se mobiliser pour défendre leurs droits et que celles-ci rationalisent beaucoup trop lorsqu'il faut se mobiliser pour défendre leurs droits. Mais je suis convaincu que le taux d'alphabétisation, en tout cas le niveau d'instruction, a une influence sur la qualité de la démocratie. Parce qu'il est aussi attendu des citoyens que ceux-ci participent à l'animation du jeu politique, qu'ils participent à la qualité de leurs questions et de leurs interpellations, à l'amélioration des politiques publiques. Et donc, il y a une dimension participative qui est essentielle. Lorsque j'évoquais tout à l'heure les principes fondamentaux de la démocratie, il y avait effectivement l'idée de participation, il y avait l'idée de délibération, mais pour participer et pour être admis à délibération, il faut avoir un niveau minimal pour comprendre les questions qui sont posées à la discussion. Et donc, dans cette perspective, il faut un niveau minimum quand même pour comprendre les enjeux de la démocratie et participer sereinement au débat. Je ne suis pas en train d'inciter qu'on entre dans une sorte de démocratie censitaire où on ne va choisir que comme électeurs ceux qui ont un certain niveau, mais c'est simplement pour amener, pour faire comprendre que dans une certaine mesure, ou même dans une mesure certaine, le niveau d'instruction peut avoir une influence décisive sur la qualité de la démocratie et sur la façon dont celle-ci est mise en œuvre. Par rapport à l'interpellation de Julio, je suis tout à fait d'accord avec Julio sur le lien à la fois entre
substances et procédures. Les procédures sont fondamentales pour permettre l'articulation de la démocratie. Les procédures permettent de mettre en forme la démocratie. Mais il faut éviter d'essentialiser les procédures en minorant en réalité les valeurs qui président à leur mise en œuvre ou à leur institutionnalisation. Le problème de la plupart des démocraties aujourd'hui, c'est qu'elles se sont limitées ou elles se sont confinées à faire prévaloir les procédures en masquant en réalité les valeurs qui sont les valeurs fondamentales de la société, qui doivent permettre de donner du jus en réalité au système politique et à la société politique dans son ensemble. Je prends simplement l'exemple de l'élection. Dans le cadre de la procédure, il suffit, si le système est un système à majorité relative, est un système, par exemple, d'élection en un tour, comme dans certains pays africains proches de nous, lorsque le candidat de l'ordre gouvernant va à l'élection et que celui-ci est élu avec 8% ou 10%, et les autres candidats ayant 7, 3, 4, 5 et poussière, le candidat qui a 8% ou qui a 10% peut être élu parce qu'il a eu des voix supérieures aux voix des autres candidats. Dans cette perspective-là, on a un candidat qui est légalement élu, mais qui en réalité, du point de vue des valeurs ou du point de vue de la légitimité, n'incarne pas les attentes de la société. On a même sur l'aspect des mandats, l'aspect procédural s'intéresse, par exemple, à la forme du mandat, à la façon dont les règles organisent la prise d'un mandat ou la manifestation d'un mandat. Mais les questions essentielles comme celles de l'équilibre ou de la prise en compte de la diversité au moment de la configuration du mandat, ces questions sont passées au second plan. On a donc, dans le cadre de la procédure, la possibilité d'avoir dans une élection des personnes qui sont issues soit de la même classe sociale, issues du même corps politique ou du même ordre d'intérêt. On peut avoir des candidats d'un seul ordre, mais qui ne prennent pas en compte la diversité de la société. Donc, la question de la procédure, elle est importante pour encoder le processus démocratique, mais ce sont les valeurs de la société qui doivent primer sur les procédures. Je partage tout à fait votre point de vue sur la question. Les procédures et la substance sont liées. Mais la question fondamentale, c'est savoir qu'est-ce qui doit primer sur quoi. Est-ce que les valeurs de solidarité, de sacré, de préservation du vie, de sacralité du vivant et les procédures, entre les procédures d'organisation de la société politique et les valeurs qui sont au cœur de la construction de la société politique, qu'est-ce qui doit primer sur quoi? Mon point de vue sur cette question, c'est de dire que les procédures doivent être permanemment le miroir des valeurs. Les procédures doivent permanemment se conformer aux valeurs. Les procédures doivent être le reflet des valeurs dominantes dans la société. C'est pour ça aussi qu'on fait une distinction entre l'état de droit classique et l'état de droit démocratique. On a bien vu tout à l'heure sur les 11 principes qui ont été énoncés qu'on peut avoir un état qui, du point de vue classique, ressemble trait pour trait à un état démocratique. Mais lorsqu'on sonde les valeurs qui sont à la base de ces différentes règles, il est fort possible que ces règles s'écartent en réalité des valeurs globales ou des valeurs fondamentales de la société. Et donc, je partage votre point de vue. Les procédures sont importantes, mais elles ne doivent pas être essentialisées jusqu'au niveau où elles vont hypothéquer les valeurs et l'éthos de la société. Ce sont les valeurs de la société, la façon de vivre, la façon de comprendre la vie, la façon
de vivre en communauté, la façon de construire un pacte de société, un projet de civilisation, c'est cette réalité qui doit influencer les procédures, et les procédures, à chaque fois qu'elles vont s'écarter des valeurs, doivent être réformées. C'est le point de vue que nous essayons de défendre sur la question. La dernière interrogation, les citoyens ont-ils la possibilité d'exercer une influence sur la manière dont les ressources sont gérées dans un contexte de corruption? Évidemment, c'est difficile. Évidemment, c'est difficile. On voit très bien comment dans la plupart de nos sociétés aujourd'hui, dans la plupart de nos États, les citoyens ont des difficultés à exprimer non seulement leur point de vue, et plus important encore, à jouer le rôle d'arbitre ou de vigie dans la façon dont l'en commun est géré et la façon dont les gouvernants exercent les magistères pour lesquels ils ne sont que des mandataires. Les citoyens, dans un espace de corruption, dans un espace d'autocratie, ont des difficultés pour s'exprimer, pour défendre leur point de vue. Et on voit comment ces ordres gouvernants dans notre contexte aujourd'hui deviennent des ordres extrêmement liberticides qui non seulement ne permettent pas d'assurer ou de garantir les attentes des citoyens vis-à-vis de la gestion de la chose publique, c'est-à-dire assurer la prospérité, assurer un minimum de conditions de vie et d'existence aux populations. Ces pouvoirs sont même dans l'incapacité de gérer la chose politique de la façon la plus conforme aux règles qui sont édictées, qui devraient encadrer le dynamisme et le mouvement politique dans la société. Il y a donc un lien entre le niveau de corruption dans une société et la marge de manœuvre qui est reconnue aux citoyens, ou la marge de manœuvre que les citoyens peuvent arracher ou peuvent se donner pour influencer le fonctionnement de la société et évaluer ou sanctionner la manière dont les ressources sont gérées. Aujourd'hui, la question de l'économie, la question des ressources, la question de la production de la richesse et de la redistribution des patrimoines est devenu un indicateur fondamental de la définition de la démocratie. La démocratie ne se limite plus simplement dans ses aspects strictement politiques, mais interroge aussi la façon dont l'en commun est géré, la façon dont comment la richesse est créée et comment cette richesse est redistribuée à l'ensemble de la communauté en respectant non seulement la vie, mais aussi le vivant. Et donc ces questions-là sont aujourd'hui des questions fondamentalement démocratiques, mais dans un espace où il y a de la dictature, où il y a de la corruption. Évidemment, les citoyens ont de la difficulté à non seulement s'exprimer, à participer, à délibérer et à pouvoir sanctionner la façon dont les gouvernants gèrent la chose publique. OK, merci Richard pour ces réponses. Alors, il y a d'autres questions au niveau du chat. Je vais lire. Max Cédric Bessala t'envoie une question. Il dit « Comment la démocratie substantive peut-elle évacuer ?» Il dit, Marc Cédric Bessala dit demande comment la démocratie substantive peut-elle évacuer la problématique des inégalités face aux droits qui, elles, découlent des rapports de force pure, entre individus. Comment la démocratie substantive peut-elle évacuer la problématique de... Comment la démocratie substantive peut-elle évacuer la problématique des inégalités face aux droits qui, elles, découlent des rapports de force purs entre individus qui capitalisent leurs moyens
pour conforter une position dominante ou pour accéder à des avantages? Comment la démocratie substantive peut-elle évacuer la problématique des inégalités face aux droits qui, elles, découlent des rapports de force pure entre individus ou qui capitalisent leurs moyens pour conforter une position dominante ou accéder à des avantages? Alors, il y a Fabrice Amougou, après M. Bessala, qui qui te remercie pour la présentation et qui dit que ta présentation a permis de saisir sous l'angle juridique la notion de démocratie substantive, tout en identifiant quelques clés de réinvention du droit à partir de ce concept en Afrique. Voilà, il y a Nelson, je le retrouve. Alors, il y a Fabrice Amougou. Alors, Fabrice Amougou qui continue en disant, si on continue, j'espère que je n'ai pas sauté un message. Alors, Colline qui dit pardon. Ah non, pardon. Non. Attends, je pense que c'est Fabrice Amougou. C'est Fabrice Amougou qui dit, si on considère, alors, si l'on considère, Fabrice Amougou toujours, Dr Macron, qui dit, si l'on considère à suivre le Dr Macron, que l'aspect procédurier ou l'aspect formel qui semble être biaisé, le schéma d'appropriation populaire de la démocratie et de la tension permanente qu'elle entretient, la tension permanente qu'entretiennent les règles formelles avec les valeurs dominantes et les usages socio-anthropologiques locaux, ne pourrait-on pas parler d'une afro-dystopie juridique ou d'une dystopie juridique africaine? Alors, M. Fabrice Amougou demande si on ne peut pas parler d'afro-dystopie juridique ou d'afro-dystopie juridique africaine si on veut te suivre sur que l'aspect procédurier ou l'aspect formel qui semble être biaisé, le schéma d'appropriation, qui semble biaiser le schéma d'appropriation populaire de la démocratie et de la tension permanente qu'entretiennent les règles formelles avec les valeurs dominantes et les usages socio-anthropologiques locaux, ne pourrait-on pas parler d'une afro-dystopie juridique ou d'une dystopie juridique africaine? Je ne sais pas si ce sont des thèmes consacrés, mais bon. Voilà les deux questions de M. Bessala et de M. Amougou, à laquelle je vais ajouter ma toute petite question. Parce que moi, j'aimerais que le docteur Macron revienne sur l'état de droit substantif. Je crois que c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. En quoi est-ce qu'il est différent de l'état de droit traditionnel qu'on connaît? Et pourquoi cet état de... Parce que j'ai l'impression que c'est la proposition phare, enfin, modestement, que c'est la proposition phare de ce travail. En quoi cet état de droit substantif est prépondérant par rapport à l'état de droit classique que nous connaissons? Et en quoi cet état de droit substantif permet de valider l'hypothèse que seule la démocratie substantive peut permettre au droit peut permettre une véritable réinvention, pour lui donner sa place au droit véritablement en Afrique? Voilà, je pense que c'est les trois questions. Il y a encore exemple pris le droit de propriété des femmes dans certains pays africains qui font face à leurs conditions souvent précaires, limitant les libertés d'investissement. Donc, c'est toujours la suite de la question de M. Amougou. Donc, voilà trois questions. Alors, il n'y a plus rien dans le chat, il n'y a personne qui a levé la main. Donc, Dr Richard Macron, je vous donne la parole pour, je pense que c'est la dernière série de questions. Madame Colline, c'est la dernière série, je pense. Oui, on peut prolonger un petit peu la conférence pour ces questions, mais après, on s'arrêtera là. D'accord. Dr Richard Macron a la parole. Merci beaucoup pour ces questions qui
renseigne de l'intérêt du sujet et de la discussion. En termes d'esquisse, hein, de réponse ou de proposition, puisque évidemment c'est une discussion et les points de vue que nous émettons sont davantage des propositions. Cédric demande comment la démocratie substantive peut-elle évacuer la problématique des inégalités face aux droits qui lui découlent des rapports de force entre individus qui capitalisent leurs moyens pour conforter une position dominante ou à accéder à des avantages. Comment la démocratie substantive peut-elle évacuer la problématique des inégalités? Dans le cadre de notre propos, nous avons essayé de rappeler ce qui, pour nous, constitue une démocratie substantive. La démocratie substantive, et nous l'avons dit, est pour nous un système d'organisation du pouvoir politique qui se construit, s'articule, s'organise et se vit autour des valeurs fondamentales qui constituent en réalité l'identité d'une communauté, d'un peuple. Et c'est à la fois un régime juridique qui est fondé sur des principes cardinaux. Et ce sont ces principes-là qui encodent en réalité les valeurs. C'est le principe d'égalité. Dans la société politique, la société politique est constituée d'une communauté d'égaux. Tous les acteurs de l'espace politique sont des égaux. Le principe de reconnaissance et de dignité. Les égaux ont droit à une reconnaissance égale et à une dignité égale. Et c'est ce principe de reconnaissance et de dignité qui peut fonder de la manière la plus aboutie l'idée même de la citoyenneté. Il y a le principe de soin, de préservation et de protection, qui est un principe fondamental de la démocratie. Il y a le principe de redistribution. Et dans l'idée de redistribution, il n'y a pas que l'idée d'égalité, il y a aussi l'idée d'équité. Parce qu'il s'agit ici, en tant que de besoin, de procéder à une correction des inégalités, en privilégiant, dans une forme de discrimination positive, ce que la nature ou le contexte a défavorisé. Et donc l'idée de distribution, de redistribution ici est une idée fondamentale. Cléomène de Sparte disait dans une allégorie que redistribuons les patrimoines et la société aura davantage de citoyens utiles. Cette idée de redistribution est fondamentale dans un contexte libéral, anthropophage et violent comme le nôtre. C'est cette redistribution qui peut permettre un accès égal à la dignité. L'autre principe est le principe d'élection, qui est un principe classique. Nous devons avoir la possibilité de choisir nos dirigeants. Il y a le principe de représentation, le principe de participation, le principe de délibération, le principe de responsabilité et le principe de redevabilité. Pour nous, voilà les principes fondamentaux qui permettent de prendre en charge les valeurs. Ce sont ces principes fondamentaux qui encodent les valeurs qui sont au cœur de la démocratie substantive. Et donc, si ces différentes valeurs sont effectivement à l'origine du projet de démocratie, il est fort à parier que la question des rapports de force pourra mieux être adressée. Nous ne disons pas que la démocratie substantive va tuer les rapports de force ou va faire disparaître les velléités de puissance des individus. Mais ces velléités de puissance seront domptées par la force des principes, autant que ces principes soient le reflet des valeurs de la société. Et donc, effectivement, dans un espace libéral comme le nôtre, pris au piège d'un capitalisme sauvage et d'un consumérisme et d'un extractivisme de mauvaise aloi, sans les principes fondamentaux de la démocratie substantive,
on va se retrouver dans une sorte d'état de nature. Ces principes ne vont pas garantir la disparition des rapports de force ou des inégalités, mais vont travailler quand même à les gommer et à créer un contexte où, si les principes sont respectés, la vie en communauté, le vivre ensemble différent sera conforté et sera une réalité. Par rapport à Fabrice, afro-dystopie, est-ce que la démocratie substantive ne serait pas une afro-dystopie juridique africaine ou une dystopie juridique africaine? Non, parce que dans l'idée de dystopie, il y a en fond une idée de fiction. Une idée de fiction, un récit fictif, peut-être même d'une société qui est totalement imaginaire. D'une part, la société est réelle, c'est la société africaine qui fait face aujourd'hui à tous les travers de la mondialisation, du libéralisme. Ce libéralisme a des conséquences dans la façon dont les ordres politiques sont structurés et la façon dont les règles juridiques sont adoptées. Nous vivons donc dans une société réelle, concrète, qui fait face à des défis et qui appelle aussi, en termes de solutions, à de l'innovation. Et je pense que la question de la démocratie substantive doit même être aujourd'hui comme un combat, comme un défi, comme une lutte de l'ensemble de notre communauté, si nous ne voulons pas que le pacte de civilisation africain disparaisse. L'idée d'imaginer ou de penser la structuration d'une démocratie substantive n'est pas une fiction, parce que les différents principes que je viens d'évoquer sont des principes qui sont réels, mais qui malheureusement peuvent être énoncés de façon littérale dans des énoncés juridiques sans pour autant être respectés. On a donc, dans cette perspective-là, une démocratie narrative, une démocratie énoncée sans aucune prise sur la réalité. Et parfois, le véritable écart est entre ce que la règle fondamentale dit et la pratique politique des différents acteurs sur le champ politique. Et donc, ni la société n'est imaginaire, ni la démocratie substantive qui est pensée elle-même l'est. La démocratie substantive est possible, mais cela nécessite de faire un travail non seulement d'innovation juridique, mais aussi d'ingénierie institutionnelle. Pour penser un cadre institutionnel et normatif qui puisse prendre en charge, en réalité, cette démocratie substantive. Les valeurs comme celles du sacré, de la préservation du vivant, sont des valeurs qui sont connues dans l'ensemble de nos communautés. Chacun d'entre nous, quand il est dans son village, sait quelles sont les règles ou les obligations qu'il a vis-à-vis de la nature. Lorsque vous devez couper du bois, il y a dans certaines communautés l'obligation de demander la permission à l'arbre, même si en réalité cette permission est formelle. Mais cela participe en réalité du respect d'une vie pour une autre. Il y a des moments pour aller à la pêche, il y a des moments pour aller à la chasse. Il y a un certain nombre de rituels qu'il faut faire pour mener un certain type d'activité dans l'ensemble de nos communautés. Ces valeurs-là sont fondamentales parce qu'elles renseignent d'une compréhension du monde, d'une façon de vivre avec le monde et une expérience de vécu de nos communautés. Mais dans le cadre du droit importé, du droit codifié, nous avons minoré cette dimension essentielle de notre vie qui est en réalité le condensé ou le résultat d'un vécu. Et donc, nos coutumes, nos us, nos pratiques peuvent être, dans le cadre de la démocratie substantive, réinventées, redynamisées, réaménagées, de telle sorte qu'elles puissent exprimer en réalité l'éthos et l'identité de nos communautés, à la fois identité comme ipséité et identité comme altérité. Et donc, ce sont des questions qui sont fondamentales. La démocratie substantive peut se construire, c'est un postulat, mais ce postulat se base en réalité sur des prémices qui sont réelles. Nous avons des valeurs, elles existent. Et on peut aujourd'hui, dans le cadre
d'un recueil de ces valeurs. Il y a le docteur Éric Essousset qui a écrit 2 tomes sur les valeurs fondamentales africaines. Et donc, il y a des réflexions sur les valeurs. Ces valeurs ne diffèrent pas fondamentalement, diffèrent quelque peu des valeurs de Chaps, un exégète, je pense, soit allemand, qui a publié sur des valeurs universelles. Éric Essousset a fait un travail sur les valeurs fondamentales africaines et le lien que ces valeurs pourraient avoir avec le développement. Même si nous ne souscrivons pas totalement à la thèse qu'il défend, mais il fait quand même un travail important de recension de ces valeurs qui sont des valeurs africaines. On le retrouve que l'on soit Wolof ou que l'on soit de la forêt équatoriale ici, il y a un corpus qui est un corpus fondamental, essentiel, de valeurs qui se retrouvent dans les 4 coins de notre continent. Ces valeurs devraient inspirer un projet politique et ce projet politique devrait se refléter dans les règles juridiques qui vont organiser la cité. Et donc, ce n'est pas une dystopie, la démocratie substantive existe, elle doit être matérialisée. Elle est en train d'être davantage pensée, renouvelée. On retrouve dans les archives africaines des éléments qui participent de l'intellection et de la tradition de cette démocratie substantive. Et tout le travail de la Fondation de l'innovation pour la démocratie est effectivement de retrouver dans cette archive, dans cette noble archive africaine que nous négligeons, tous ces outils, tous ces éléments, toute cette matière, cette substance, cette moelle qui permet de reconstruire à la fois le cadre et le contenu de cette démocratie substantive. Le docteur Bekombo, vous êtes dans la provocation. Je sais que vous avez très bien compris ce que nous essayons de démontrer. Il y a une différence fondamentale entre l'état de droit substantif et l'état de droit classique. Nous connaissons les principes de l'état de droit classique. On dit qu'il faut qu'il y ait des règles, qu'elles soient non contradictoires, qu'elles soient possibles, qu'elles soient compréhensibles, qu'elles soient certaines, qu'elles soient publiques, qu'elles soient non rétroactives et qu'il y ait une hiérarchie des normes. C'est un affichage qui est intéressant. Du point de vue institutionnel, il faut que la sanction à la violation des règles soit organisée. Il faut que le contrôle de la hiérarchie des normes soit aussi organisé et qu'il y ait une généralité de ces règles. Dans cette dimension institutionnelle, on voit très bien comment dans le cadre de l'état de droit classique, on fait intervenir l'idée du juge, à la fois du juge administratif et du juge judiciaire, mais aussi l'idée du juge constitutionnel, pour assurer donc la sanction de la violation des 7 règles qui constituent le corpus normatif de l'état de droit classique. Mais on sait très bien que ces règles peuvent exister sans que, dans le cadre de la mise en œuvre, elles soient effectivement appliquées. Deuxièmement, quand on voit l'affichage de ces règles, nulle part n'apparaît l'idée que les valeurs dominantes dans la société doivent primer ou doivent influencer l'avènement de ces règles. On est là dans une description, en réalité essentiellement formelle, d'un certain nombre de règles qui constituent les codes qui garantissent la validation ou non de l'existence d'un état de droit. Pourtant, en réalité, il peut y avoir une élection sans que l'élection soit transparente, équitable, fiable, inclusive. Lorsque dans une communauté comme la nôtre, on dit qu'il y a une élection et qu'il n'y a pas une possibilité dans le cadre d'une politique de discrimination positive d'assurer le vote des pygmées et le vote de toutes les communautés endogènes qu'on considère comme marginales. Quel est donc le type d'état de droit que nous construisons? Quand dans une société, les hommes bénéficient des privilèges
que les femmes n'ont pas, et que cela est codifié, et que les règles juridiques permettent, dans la configuration, de garantir en réalité cette inégalité fondamentale qui est préjudiciable à la marge de la société, quel est donc l'état de droit que nous défendons. Lorsque les règles juridiques, dans le cadre de la préservation ou bien de la production de la richesse, permettent qu'il y ait un extractivisme boulimique, avec une dégradation des écosystèmes comme nous les voyons. Par exemple, en République centrafricaine, par exemple, au Congo, par exemple, à l'est du Cameroun, et qu'on affiche ici que la nécessité de la production de la richesse et tous les critères et les indicateurs économiques qui permettent d'évaluer la richesse, la production économique, et que l'on minore la nécessité de préservation du vivant, des écosystèmes et des êtres qui dépendent en réalité de ces espaces-là. Quel est le type de démocratie, quel est le type d'état de droit que nous construisons? Et donc, il y a une différence fondamentale entre l'état de droit classique et l'état de droit substantif. Parce que dans le cas de l'état de droit substantif, les règles ne seront valides que parce que celles-ci sont le reflet, sont le miroir de la société, sont le reflet en réalité des attentes légitimes des citoyens, des valeurs qui priment et qui prédominent à un moment donné dans la société. Et donc, il y a une différence fondamentale. Je sais que vous le saviez, mais vous voulez me faire bavarder. D'accord, docteur Richard Bacon, oui, c'était pas juste la provocation, parce que Daniel Mourouri est en train de dire dans le chat là, bonsoir à tous, dans la suite de la question du docteur Bekombo, comment pensez-vous qu'un état de droit substantif peut-il se construire en Afrique sans s'écarter des valeurs dites universelles de la démocratie libérale? Donc, je pense que les réponses sont... Tu vois donc que la question n'était pas, docteur Richard, comme vous voyez donc que la question n'était pas anodine. Parce qu'il y a justement Daniel Mourouri qui dit que comment pensez-vous qu'un état de droit substantif peut-il se construire en Afrique sans s'écarter des valeurs dites universelles de la démocratie libérale? Et docteur Adélaïde Tayo aimerait savoir si l'état de droit peut véritablement exister sans la démocratie. Donc ce n'était pas la provocation, c'était assez intéressant. Je vois que Colline est déjà en train de nous faire des grands signes. Donc, si tu peux en 5 minutes juste jumeler les deux questions et donner une réponse pour qu'on remette, les choses à Colline pour qu'elle conclue. Alors, juste penser, comment l'état de droit, comment pensez-vous qu'un état de droit substantif peut se construire en Afrique, pardon, sans écarter les valeurs dites universelles de la démocratie libérale, et savoir si l'état de droit, docteur Tayo, si l'état de droit peut véritablement exister sans la démocratie, c'est docteur Tayo. S'agissant des valeurs, il y a de nombreuses réflexions qui tendent à penser qu'il y a des valeurs universelles. Même si on souscrit à l'idée qu'il y a des valeurs universelles qui sont en réalité propres à l'ensemble de l'humanité, à tous les êtres humains vivant sur la Terre, il y a aussi des valeurs qui sont situées, qui sont en réalité propres à un contexte. Il y a des valeurs qui sont des valeurs africaines. Nous savons clairement qu'il y a des valeurs qui sont des valeurs africaines. Et même dans cette logique de valeurs, même lorsqu'il y a des valeurs universelles, ces valeurs n'ont pas le même entendement ou le même impact qu'on se situe dans tel ou tel hémisphère. La question de la solidarité peut se manifester de diverses manières selon qu'on est en Occident ou selon qu'on est en Afrique. Et dans le processus de codification de l'obligation d'être solidaire, les démarches normatives vont aussi varier d'un hémisphère à un autre parce que la compréhension que l'on a de la solidarité et jusqu'où la solidarité peut aller varie aussi d'une société à une autre. Il y a des valeurs. Lorsque Descartes disait « l'homme se veut maître possesseur de la nature », vous ne pouvez pas dire une telle chose dans un contexte africain sans que vous subissiez une fatwa de votre grand-père. Parce que dans notre écosystème, dans notre environnement,
l'homme ne peut pas imaginer être possesseur de la nature. Il n'est en réalité qu'une fragile composante, très faible même en réalité par rapport à la nature. Et que dans notre écosystème, dans notre environnement, l'homme négocie sa survie avec la nature. Il est un élément qui entre en dialogue, en discussion et en négociation avec les autres forces de la nature. Même si, évidemment, dans l'idée de l'anthropocène, l'homme a la capacité aujourd'hui d'influencer comme une force finalement tectonique la structuration de l'environnement et de l'univers. Il reste que l'homme est une composante parmi tant d'autres de l'environnement. L'homme, dans le vivant, n'est qu'une infime partie. Il est né bien après la naissance de l'univers et il est fort possible qu'il parte avant la fin de l'univers. Et donc, dans le contexte africain, voilà une différence fondamentale. Et c'est pour ça que dans notre compréhension de l'économie, dans notre compréhension de la construction de la richesse et de la redistribution des patrimoines, ces valeurs-là, notre rapport au cosmos, notre rapport à l'univers aura une influence dans les politiques publiques que nous allons adopter. Donc, en réalité, il y a des valeurs universelles, mais ces valeurs universelles n'ont pas la même influence partout de la même façon. Elles ont plus de prégnance ici et là. La question du sacré, par exemple, la valeur du sacré est une valeur fondamentale dans nos sociétés et dans d'autres sociétés qui n'ont pas peut-être été totalement désacralisées. Le sacré n'a pas la même résonance, le sacré n'a pas la même importance, le sacré n'a pas la même amplitude. Et donc, évidemment, cela me permet aussi de faire le lien avec la question du docteur Tayo sur... elle a demandé si la démocratie peut exister sans l'état de droit. Est-ce que savoir si l'état de droit peut véritablement exister sans la démocratie? Est-ce que l'état de droit peut véritablement exister sans la démocratie? Oui, en cas dans une perspective formelle. Dans une perspective formelle, lorsqu'on se réfère aux travaux de la doctrine allemande, il y a, et même belge sur la question, il y a une vaste littérature qui démontre que l'état de droit peut exister sans démocratie. Mais quelle démocratie? Et de la même façon, est-ce que la démocratie peut exister sans état de droit? Quel état de droit? Et donc, il me semble qu'au-delà du jeu de mots et des différences qui peuvent exister ici entre procédure et substance, le plus important est de comprendre que les procédures doivent être le reflet de la substance. Parce que malheureusement, des mauvaises procédures peuvent avoir pour conséquence de distordre la substance. On perd souvent de vue que dans le cadre de la démocratie procédurale sécrète des habitus. Et qu'un habitus distordu peut sécréter de nouvelles valeurs. Et donc, par conséquent, des mauvaises procédures peuvent sécréter de nouvelles mauvaises valeurs. Et donc, les procédures doivent être le reflet des valeurs dominantes dans une société. Et ces valeurs, dans notre contexte, on les puise dans l'archive africaine. Il y a d'importants travaux qui ont été faits par des juristes africains, par des sociologues, par des philosophes, par des historiens, qui mettent en valeur et en exergue ces différentes valeurs. Il est important aujourd'hui pour éviter et sortir de l'errance de l'ensemble de nos sociétés qui sont écartelées entre effectivement leur identité première et les contraintes de la modernité, qui sont dans l'incapacité aujourd'hui de survivre dans l'environnement mondial qui tend à uniformiser les sociétés, les systèmes, les modèles et les façons de faire, de comprendre d'abord qu'il n'y a pas une seule démocratie.
chaque communauté, chaque société peut sécréter sa propre démocratie. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un jusqu'ogène démocratique, c'est-à-dire des principes fondamentaux sans lesquels on ne saurait concevoir la démocratie. Il y a un cœur de métier qui permet de dire oui ou non la société québécoise, la société américaine, la société sud-coréenne et la société ghanéenne sont des sociétés démocratiques. Mais il ne s'agit pas des mêmes modèles de démocratie. Il s'agit de modèles différents qui sont influencés ici et là par l'identité de ces communautés, par leur ethos, par leur épistémé et par la façon dont celles-ci ont construit le pacte de civilisation. Nous devons aujourd'hui faire le travail que d'autres communautés ont eu à faire en nous dotant nous-mêmes, à partir de nos valeurs fondamentales, à partir de l'essence de nos sociétés, notre propre compréhension de la démocratie. Mais nous devons faire le choix d'une démocratie substantive. Elle ne signifie pas de faire table rase des procédures, mais elle signifie de se doter de procédures qui expriment le mieux la substance, l'essence, les valeurs de notre communauté. Merci beaucoup, Dr. Richard Macon. Je vais passer la parole à Mme Colline pour les remerciements et le mot de clôture, de la conclusion. Merci beaucoup, Dr. Richard Macon, pour cette présentation. Colline, à toi. Merci, Claude, pour avoir participé à l'exercice. Merci beaucoup à Colline. Merci déjà à tous les deux d'avoir accepté de prolonger la conférence d'une demi-heure, mais je pense qu'on ne pouvait pas s'arrêter aux premières questions. Et que ça fait fuser énormément de choses pour notre audience, je l'imagine. Je voulais vous remercier tous les deux, bien sûr, mon cher collègue Richard Macon pour cette intervention très riche et ce débat, et également le Dr Claude Bekombo-Jabea pour la modération et avoir titillé un peu Richard sur certaines questions et entretenu ce débat. Encore une fois, à tous les participants pour vos questions très riches. Aucun regret d'avoir prolongé un peu ce débat. Sachez que tout est enregistré et sera partagé sur notre page YouTube en vue d'être propagé au plus grand nombre. Et on espère vous revoir très rapidement pour nos prochaines conférences ou les événements que nous faisons au sein de la Fondation. Et du coup, je vous dis à la prochaine, je l'espère. Merci encore à tout le monde. Merci à tous. Merci beaucoup, Colline. Merci à tous. Très bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.